Salut, je m'appelle Claire et ici je mélange ma passion pour la lecture et le féminisme, la politique en général, l'histoire et bien d'autres choses. Parce que tout est lié, tout est politique et c'est ça qui me passionne. Au lieu de suivre une ligne droite toute tracée, je te propose plutôt à chaque fois de suivre un filament différent du mycélium. Donc c'est parti pour l'épisode du jour. Salut! Nous revoilà avec le rituel épisode annuel des lectures que j'ai préférées cette année. J'avoue, j'ai l'impression d'avoir lu un peu moins de livres très marquants, mais quand même quelques-uns, sinon on n'aurait pas d'épisode. Mais peut-être que c'était moi qui étais trop fatiguée, moins réceptive, parce qu'on va pas se mentir, 2025 n'a pas épargné grand monde, ou alors j'ai eu moins de bol au tirage. Mais peu importe. Sans plus de préambule, place aux pépites. Et on va commencer par les fictions. Et le premier, c'est Une prière pour les cimes timides de Becky Chambers. J'avais déjà parlé de Un psaume pour les recyclés sauvages, qui est le livre qui vient avant celui-ci, dans l'épisode 16 intitulé « Ces livres qui ont changé ma vie », ce qui, même si tu n'as pas déjà écouté cet épisode, te donnera une idée de ce que je pensais du bouquin. Et donc cette année, j'ai enfin lu la suite. Et si tu ne les as pas encore lus, je te conseille donc de prendre directement l'intégrale, qui s'appelle « Histoire de moines et de robots », qui regroupe ces deux courts romans qui se lisent vraiment dans l'ordre. Dans ce tome, qui est donc la suite du premier, Dex, notre moine de thé, traverse le pays et une crise existentielle avec Omphale le robot qui est devenu son ami. Deux êtres qui ne savent pas vraiment où ils vont, mais tant qu'ils cheminent ensemble, petit à petit, tout va bien. L'histoire garde le style pépite que j'avais adoré la première fois, à la fois précis et douillet, extrêmement riche à chaque page. Et cette fois-ci, on va s'intéresser beaucoup à repenser les échanges, notamment sans argent. On a aussi des réflexions sur la conscience, le corps, ses modifications, ce qui fait qu'on est nous, etc. Encore une très belle réussite. Le suivant n'a de commun avec le premier que sa taille, il est aussi très court, je précise parce que je suis plutôt du genre pavé, comme le montrera le livre suivant. Il s'agit de « Il n'y aura pas de sang versé » de Marilyn Debiol, que j'ai choisi d'une part pour son sujet, mais surtout pour son style. L'histoire déjà. Le livre est basé sur des événements historiques. En 1869, à Lyon, les ouvrières ovalistes font grève. C'est une des premières grèves de femmes enregistrées et finalement très méconnue. Les ovalistes, leur travail c'est de transformer la soie brute, on appelle ça la soie grège, en soie tissable. Petite distinction. On dit ouvrier molinier au masculin et ovaliste au féminin. Et la différence n'est pas que sémantique, ce n'est jamais qu'une histoire de langue, n'est-ce pas ? Elle l'est aussi dans le niveau de rémunération. Les hommes ont de meilleures conditions de travail, une meilleure paye, etc. pour le même boulot. Ce qui nous ramène au style. Pourquoi j'avais beaucoup aimé ? Au début, je l'ai trouvé très étrange, il est très particulier, des phrases très longues, beaucoup de répétitions, et au début, ça fait bizarre. Mais en fait, très rapidement, j'ai remarqué que ces répétitions volontaires, ces structures de phrases particulières, elles créaient un genre de mécanisme d'entraînement à la lecture. Ça me faisait penser à la bobine ovale qui s'enroule et qui reprend et qui s'enroule, ça fait un effet très entraînant, et j'ai vraiment adoré cette expérience de lecture. L'autrice emploie aussi la métaphore de la course de relais, un stade c'est ovale aussi, l'ovale est partout dans le livre et j'ai trouvé ça génial. Elle nous présente 4 destins de grévistes. Comme on sait peu des femmes qui ont vraiment existé, elle fait des portraits plausibles pour illustrer ce groupe dont on sait peu de choses. Ce qui les unit au-delà du tissage de la soie, c'est qu'elles viennent toutes de la campagne sans forcément parler français, ce qui les isole. Le livre dépeint les débuts de l'industrialisation du filage de la soie à Lyon, comment le progrès technique permet surtout d'économiser sur la main-d'œuvre sans améliorer la qualité. Les très dures conditions de travail des filles, qui travaillent comme un homme mais sont payées moins. On montre que le travail est dur, mais pas seulement une fatalité technique, c'est surtout un choix social, une logique d'exploitation. Enfin, concernant la grève elle-même, l'autrice montre aussi comment les femmes sont bien plus nombreuses, environ 2000 contre 300 hommes, mais comment les hommes en profitent pour demander encore plus pour eux, garder cette différence de rémunération entre les sexes, et comment le masculin générique gonfle leur place dans les textes de revendication. Forcément, ça m'a beaucoup plu. Elle montre aussi comment on ne prend pas les femmes au sérieux dans cette grève, parce que la violence des femmes c'est contre nature, n'est-ce pas ?
et comment la mainmise des hommes étouffe rapidement la grève parce qu'ils avaient moins de revendications. Et si la question des grèves de femmes t'intéresse, j'avais donné plein d'autres recommandations dans l'épisode 7. Le livre suivant, on va en parler brièvement parce que j'en ai déjà parlé longuement dans l'épisode précédent où je proposais un autre regard sur le travail. Il s'agit de Utopia de Camille Le Boulanger, et si je ne devais garder qu'un seul livre dans la liste, je crois que ce serait celui-là. Si tu n'as pas encore écouté l'épisode précédent, c'est donc un roman de science-fiction qui imagine un monde dans lequel on a appliqué les principes du salaire à vie et de l'abolition de la propriété, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Ça nous propose de réfléchir à quoi peut ressembler un monde où plus personne n'est obligé de travailler pour sa survie. Et comme on le disait, tout le monde travaille quand même. Au-delà du travail, l'auteur essaye de montrer comment ce changement de rapport à la propriété et au travail changerait plein d'aspects de nos vies, comme l'école, la famille, l'éducation des enfants, mais aussi le rapport aux autres, à l'amour, à la sexualité, à l'amitié, le rapport au temps, l'organisation politique, etc., etc. Bref, à lire absolument. Sans transition, je propose Kaboul était un vaste jardin, histoire d'une famille afghane de Kaïs Akbar Omar. J'ai trouvé ce roman autobiographique vraiment très beau à lire, très émouvant. On voit la guerre à travers les yeux d'un enfant, mais aussi le recul de l'adulte qui a grandi entre-temps. On parcourt le pays tout en voyant la diversité culturelle, les différentes villes, une caravane de nomades, et toute la richesse d'une culture très collective. Bien sûr, il y a des passages très durs avec la violence de la guerre et des talibans, mais aussi très beaux à d'autres moments. Et, bonus point, il n'oublie jamais de parler des femmes et de leur vécu spécifique, de son point de vue de garçon, bien sûr, ce qui est malheureusement suffisamment rare pour être souligné. On voit l'arrivée au pouvoir des talibans, souvent dépeints comme des idiots illettrés dans le livre, et les conséquences sur le quotidien. Alors les talibans sont certes plus durs avec les femmes, mais on nous montre aussi que les hommes sont aussi beaucoup encadrés et contrôlés. Ce qui est toujours intéressant dans ce genre de lecture, ce que j'ai envie d'appeler les chocs culturels, dans ce cas-là, ce qui m'a marqué, c'était ma difficulté à imaginer les maisons. Forcément, quand je lisais maison dans le livre, me venait spontanément à l'esprit l'image des maisons individuelles comme on a chez nous. Je parle ici de la France où j'habite. Mais en fait, là, on parle de maisons où on vit à l'aise à 50 dedans. Donc à chaque fois, je devais me reprendre dans ce que j'étais en train d'imaginer comme une maison. Alors non, ça doit être carrément plus grand, carrément différent que ce que t'as l'habitude d'imaginer. Et c'est toujours un exercice intéressant à faire. C'était très dur de lire l'épilogue assez optimiste du livre, qui date de 2013, quand on sait a posteriori que les talibans ont réussi à revenir en 2021. Pour finir avec les fictions, je vais citer 2 lectures qui, je ne crois pas qu'elles soient traduites, mais que je te conseille si tu lis l'anglais. La première, c'est Salt Houses de Alan Alian. Cette fresque familiale commence en 1963 et se finit de nos jours. On voit plusieurs générations d'une famille palestinienne qui est confrontée à la colonisation israélienne. On voit les nombreux déménagements, les exils, parce que les pays dans lesquels la famille se réfugie sont attaqués les uns après les autres, par exemple le Koweït, le Liban. C'était frappant de voir que les personnages finissent par parler de la guerre comme de la pluie et du beau temps, une sorte de banalité du quotidien avec une épée de Damoclès en arrière-plan, la prison, la mort, les camps, etc. Le livre montre aussi la difficulté de s'autoriser à continuer à vivre après la défaite et les morts, l'éclatement de la famille au gré des exils, et la vie qui continue malgré tout. Au-delà de la dureté du sujet, j'ai trouvé le style particulièrement beau à lire, avec une écriture ciselée, très imagée. On plonge vraiment dedans dès la première page. Et instant confidence, en lisant le livre, j'ai eu un gros flashback du lycée, quand on avait étudié la période de la fondation d'Israël. Je me souviens notamment de Ô Jérusalem, le livre et le film qui était sorti en 2005, donc pile mes années lycée. Aujourd'hui, je me rends compte combien c'était un récit biaisé. Le récit est construit pour qu'on soit soulagé de la victoire d'Israël à la fin, et on n'avait aucun autre son de cloche. On n'avait pas de réseaux sociaux à l'époque, par exemple. On n'avait pas accès à des sources ou des personnes pour le questionner, ni forcément la maturité nécessaire pour prendre du recul, et ensuite on intériorise cette propagande, je trouve pas d'autre mot, en entrant à l'âge adulte. Ces événements étaient aussi présentés comme un conflit lointain, que ce soit dans le temps ou dans l'espace, et donc je trouve très important d'avoir ce genre de livre comme Salt Houses
pour montrer d'autres points de vue, incarner les événements et les ancrer dans le présent. Pour finir la partie fiction, je vais te parler d'un livre qui est un peu entre deux, une BD documentaire. Il s'agit de The Roles We Play de Saba Khan. Dans cette BD autobiographique, l'autrice réfléchit à ce que ça fait de grandir au Royaume-Uni en tant qu'émigré du Cachemire et aux conséquences sur les liens familiaux, la psychologie, son rapport à la religion, au voile, à sa condition de femme, etc. Elle nous propose aussi de réfléchir sur la construction identitaire, comment on sait, comment on devient, qui on est. Elle mélange la grande histoire, la géopolitique, ce qui permet de mettre tout le monde au niveau, parce que tout le monde n'est pas expert en géopolitique du Cachemire, pourtant c'est super intéressant à savoir, et les répercussions sur des anonymes comme sa famille. On voit comment au Royaume-Uni, dès l'école, on classe les enfants par religion ou origine, par exemple les chrétiens et chrétiennes blanches d'un côté, les personnes origines d'Asie du Sud de l'autre. Le communautarisme, il existe mais il est créé par les institutions. Il empêche les enfants de se comprendre jeunes, et plus tard, l'autrice subit la discrimination professionnelle pendant ses études supérieures. Tout la pousse à rentrer dans le moule, et notamment à renoncer à son voile. C'est quelque chose qu'elle explique dans le livre. Et j'ai trouvé cette histoire très universelle, parce que même si je ne partage à peu près rien en commun en termes d'expérience de vie avec l'autrice, qu'on ne joue pas les mêmes rôles, petit clin d'œil au titre, qu'on ne porte pas les mêmes masques, et que j'ai appris plein de choses à ce niveau, par contre, j'ai trouvé très parlant ce qu'elle raconte de son expérience psychologique, ses traumas, son processus de guérison, etc. Et je trouve intéressant de voir aussi ce qui nous rapproche. Maintenant, on va passer aux essais. En commençant par Tenir sa langue, le langage, lieu de lutte féministe de Julie Abou. J'avais lu ce livre en tout début d'année et il m'a fichu une sacrée claque, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense aussi que je l'avais vraiment lu au bon moment, il m'a poussé à me poser plein de questions. C'est un livre qui nous parle de pratiques féministes du langage, ce que moi j'aurais tendance à appeler écriture inclusive, mais l'autrice n'aime pas ce terme, et elle s'en explique d'ailleurs longuement dans le livre si tu veux savoir pourquoi. Pour bien en parler, on y parle aussi de réflexion sur la langue, la grammaire, les interdictions, les règles ou encore l'opposition masculin-féminin et les conséquences concrètes que ça a sur notre rapport au genre, au-delà de la langue. Si c'est un sujet qui t'intéresse et que tu t'es déjà peut-être un peu penché sur la question, c'est peut-être un livre un peu compliqué en première intention, je sais pas, je ne peux que te le recommander. Je pense que c'est le genre de livre qu'on doit pas simplement lire une fois, mais relire, méditer dessus, car l'autrice pose beaucoup de questions clés et même philosophiques en un sens. Des questions auxquelles je n'avais pas toujours vraiment pensé. Cette lecture est allée débusquer des trucs qui me gênaient encore sans que je m'en rende bien compte, des angles à déconstruire de mon côté aussi, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. De ce livre, je retiens principalement l'importance du tumulte permanent, de ne pas ancrer cette démarche d'évolution de la langue dans des règles strictes, une expertise, une nouvelle académie française en somme. L'importance de l'utopisme, de la subversion de ces pratiques, n'en déplaise à certains commentaires YouTube, qui doivent être une manière d'expérimenter autre chose en permanence. Si tu as du mal avec le côté anarchique, ou même peut-être anarchiste, de l'écriture inclusive, tu y trouveras quelques pistes de réflexion car pour l'autrice, c'est une bonne chose que ça reste ainsi, et j'ai beaucoup aimé son point de vue. Et accessoirement, ce qui ne va pas toujours de soi pour les essais, j'ai vraiment beaucoup aimé le style. Ensuite, nous avons The Good Immigrant USA, qui est un ouvrage collectif. Encore un livre qui n'est pas, je crois, traduit en français, mais qui vaut le détour. À l'origine de ce livre, il y en avait un autre, que j'ai pas encore lu, The Good Immigrant, qui lui appliquait la même formule au Royaume-Uni. Le titre, qu'on va traduire littéralement par Le bon immigrant ou La bonne immigrante, fait allusion au fait qu'on va présumer l'immigrant mauvais par défaut et qu'il doit prouver qu'il est bon, montrer patte blanche. Là, nous avons un recueil, une mosaïque de 26 essais indépendants, signés par 26 immigrants et immigrantes aux États-Unis, de tous les âges, tous les genres et origines, différentes professions en lien avec l'écriture, l'art, le journalisme, etc. Et qui portent à chaque fois une réflexion sur un aspect de l'immigration, que ce soit le manque de représentation, les discriminations, les différences selon d'où on vient, etc. C'est un livre que personnellement j'ai lu par petites touches, un chapitre à la fois, et j'ai beaucoup aimé.
Ensuite, nous avons Dette, 5000 ans d'histoire de David Graeber. Que serait un bilan coup de cœur sans un livre de David Graeber, je me demande. Oui, j'aime vraiment beaucoup cet auteur. Comme d'habitude, on part sur un livre extrêmement intéressant et dense aussi. En partant du concept en apparence simple de dette, l'anthropologue développe beaucoup de concepts philosophiques, nous fait voyager à travers l'histoire et les cultures et voir les choses autrement. Heureusement, il sait se répéter quand il faut pour qu'on ne perde pas le fil d'un chapitre sur l'autre. Le livre est abordable, bien qu'exigeant, même si on ne connaît pas trop le sujet, car l'auteur explique les concepts un peu techniques. L'idée du bouquin, c'est de nous aider à vraiment comprendre la dette, ses enjeux, son histoire, ses philosophies, et pas juste la théorie économique récente pure et dure, martelée par les idéologues de plateau pas toujours très bien renseignés. Pour faire la paix avec. Mais aussi de bousculer certaines idées reçues, pas seulement sur la dette, mais aussi sur la monnaie, le troc, les marchés, etc. Et bien sûr, ce qui est toujours à chaque livre la démarche de l'auteur, le but est aussi de critiquer le récit dominant et le manque d'imagination qui nous enferme dans les situations qu'on connaît. Et on va finir par un livre de la toute première fraîcheur puisqu'il date de 1902. Sans rire, je ne compte plus le nombre de fois où je l'ai ressorti cette année, tellement c'est intéressant. Il s'agit de L'Entraide, un facteur d'évolution, de Pierre Kropotkin. Malgré ses 123 printemps, pour certaines parties, il n'a pas pris une ride, même si, comme souvent pour les livres de son époque, il oublie un peu trop l'existence des femmes à mon goût. Mais enfin. J'avoue, j'avais un peu peur, et tu auras peut-être un peu peur aussi, c'est pour ça que j'en parle, avant de me lancer, parce que ces livres un peu anciens sont parfois difficiles à lire. Mais c'était vraiment pas le cas ici. Est-ce que c'est parce que c'est un russe qui écrivait en anglais, je ne sais pas, toujours est-il que ça se lit encore très bien. Pour contextualiser un peu, l'auteur est un russe, géographe et anthropologue, entre autres parce qu'il a fait plein de choses, anarchiste théoricien du communisme libertaire, il a vécu de 1842 à 1921. L'Entraide a été écrite en 1902 donc, 40 ans après l'origine des espèces, de Darwin. Le titre en anglais est Mutual Aid, donc on entend parfois parler d'aide mutuelle plutôt que d'entraide, mais c'est la même chose du coup. Le livre L'Entraide se veut un pendant du darwinisme. Il ne rejette pas la théorie du darwinisme et de l'évolution, pas du tout, mais le complète et vient critiquer certains détournements de la pensée de Darwin, comme le darwinisme social, qui est une vaste connerie. Non, là c'est moi qui dis, c'est pas Kropotkin. L'auteur reprend le concept de survie des plus aptes de Darwin et explique notamment comment il a été détourné et perverti. On parle maintenant en raccourci souvent de survie du plus fort, ce qui n'a pas de sens parce que le plus apte n'est pas forcément le plus fort individuellement. Ça peut aussi, par exemple, être le plus à même de coopérer. Et il nous explique que la lutte pour la survie se fait avant tout contre des circonstances adverses et pas au sein du groupe de l'espèce. Au sein de l'espèce, la principale force, c'est donc l'entraide. Et l'auteur le démontre avec plein d'exemples issus aussi bien de populations humaines que animales. C'est une thèse qui est complètement compatible avec la lutte pour la vie de Darwin. Oui, la vie est une lutte pour la survie, mais la lutte peut être collective, contre des circonstances adverses, que ce soit une invasion, une maladie, une catastrophe naturelle, que sais-je. Et ce n'est pas nécessairement un individu en lutte pour dominer le reste du monde, comme nous l'expliquent les mascus. Être le plus apte à la survie et se battre, ce n'est pas la même chose. Par exemple, ce ne sont pas forcément les plus forts ou les plus intelligents qui vont survivre à une épidémie. L'entraide et la confiance, combinées à l'initiative individuelle qui va permettre des progrès intellectuels, sont des facteurs d'évolution beaucoup plus importants que la lutte. L'intelligence est le principal facteur d'évolution des humains. Or, c'est une faculté sociale. Le langage, l'imitation, l'expérience cumulée, etc. En ces temps d'individualisme sous stéroïdes, avec le virilisme et tout ce qui va avec, l'auteur parle même de foi individualiste, ça me paraît une lecture essentielle. Donc voilà pour mes dernières suggestions de lecture. Et si tu veux plus de conseils livresques, tu as 4 autres épisodes. Le 2, avec mes lectures coup de cœur 2023, oui déjà. Le 6, où j'avais fait des conseils de lecture pour le Black History Month. Le 16, ces livres qui ont changé ma vie dont on parlait en intro. Et le 26, mes coups de cœur 2024. Et sinon,
J'espère que tu as eu plein de livres sous le sapin si tu fêtes Noël, et je te souhaite une très belle année 2026. Merci pour ton écoute. Voilà pour le filament du jour. Si tu as des questions, des suggestions ou envie de papoter, on peut discuter sur Instagram ou par email. Tu peux soutenir le podcast sur Tipeee, ce qui m'aidera à couvrir mes coûts, oui, acheter des livres, mais aussi des croquettes pour mes 5 chats. Et sinon, tu peux lui mettre 5 étoiles pour aider d'autres à le découvrir. Merci beaucoup!